dirigé vers la maison, ignorant tout le reste, tendu comme pour une épreuve. J'ai marqué un temps d'arrêt près du palmier avant d'emprunter l'escalier menant à la véranda. Il me semblait que je forçais un domaine interdit. Remontant le temps, j'avais peur de ce que j'allais trouver et de ce que je ne retrouverais pas. La maison était occupée illégalement, si ce mot pouvait avoir un sens dans ce contexte. Elle avait été squattée presque immédiatement après la nationalisation de la ferme. Elle était restée à nous, mais nous n'avions pas usé de ce dernier droit et l'avions abandonnée à son destin. Elle ne résista pas longtemps aux hommes et aux femmes, sans terre et sans foyer, serrés les uns contre les autres, assez misérables pour se lancer dans l'errance, avec pour seul viatique le sentiment d'appartenir à un clan ancien dont ils gardaient le nom contre vent et marée. Cela venait de plus loin que les Aïd Vinoum et que les Aïd Slimane. Ils occupèrent des lambeaux de la ferme et la maison. Je voyais là toute l'histoire de l'Algérie. Pouvait-il en être autrement? Des populations entières s'étaient mises en branle, allant d'un lieu à l'autre, d'une montagne ingrate à une plaine plus prometteuse, d'une plaine à une ville, d'une ville à la capitale. L'indépendance avait donné le départ à un balai fou qui refaisait en sens inverse les 130 ans de dépossession qui avaient réduit à l'errance tout un peuple de paysans. L'Algérie libérée, les tribus antiques étaient parties à la reconquête des terres, occupant, défigurant, détruisant les fermes des anciens conquérants. Les vainqueurs d'aujourd'hui détruisent toujours les traces de l'arrogance des vainqueurs d'hier. Ma maison, avec son allure de belle étrangère, avait été elle aussi emportée par le courant de l'histoire. Elle était à présent défigurée. Face à cela et à ceux, les sans-abri, les pauvres, les gueux, auxquels l'histoire rendait enfin justice, je réalisais combien mes souvenirs de mimosa, de traction à vin et de vin rouge avaient peu de poids. Tout semblait incongru, j'étais déplacé dans une fresque humaine, tragique et immense, qui emplissait l'horizon et sortait des entrailles de la terre. Je restais silencieuse, sans colère, résignée. Je comprenais enfin, après tout ce temps, que la vague, toujours sur le point de se briser, qui menaçait depuis toujours ma manière de vivre, de penser, de rêver, d'aimer et d'être aimé, s'était formée dans l'arrachement de la ferme. Elle s'était gonflée de l'abandon de la maison, entre tant de mains étrangères, les militaires français, mes oncles et mes cousins, et les misérables qui aujourd'hui la squattaient avec insolence, comme si elle leur avait appartenu de toute éternité. Ce jour d'hiver lumineux à bougie, la fiction rejoignait la réalité. Les attributaires dépossédés par la restitution des terres nous regardaient avec hostilité. Qu'on nous rende la ferme était pour eux une injustice, aussi grande pour moi que la défiguration de la maison. Deux justices qui s'opposaient, voilà à quoi nous étions réduits. Ils ne pouvaient s'imaginer l'état dans lequel je me trouvais. Je pénétrais à l'intérieur de la maison, comme on pénètre dans un espace solide, inconnu, comme Alice traversant le miroir. Je m'enfonçais dans un corps obscur et secret, à la rencontre des fantômes du passé, terrifié à l'idée de les rencontrer, comme de ne pas les rencontrer. Et j'avais peur, une peur physique, de me trouver nez à nez avec les occupants. Devançant tout le monde, j'irais d'une pièce à l'autre, à la recherche inquiète d'un souvenir qui m'aurait rendu la possession du temps. Les portes-fenêtres des salons étaient ouverts. On aurait pu croire la maison inhabitée, tant était grand le silence et la nudité des lieux. Peu à peu, je découvrais, dans les angles des pièces, dans la pénombre, des campements humains composés de gravats indiquant la présence d'hommes, d'enfants et de femmes qui avaient dû se cacher à notre approche. Mais il y avait toujours le dessin des sols dans la lumière frisante, le damier noir et blanc de la véranda, les jeux de lumière à travers la balustrade blanche et la mer inchangée, avec au loin Bougie et le mont Gouraya.
Peu à peu, je commençais à percevoir la présence du passé. Le retour fut brutal. Rien n'était plus pareil. Le rideau de chiffon pendouillait sur un fil de fer, obstruant la véranda. Les colonnades de la balustrade étaient arrachées par endroits, remplacées par des tiges de fer, et de nombreuses vitres de couleur, les portes latérales étaient cassées. À l'intérieur, c'était pire. Par endroits, les plafonds s'affaissaient sous le poids des eaux de pluie. On avait coupé l'escalier et installé à la place une cuisine. On avait des parpaings condamné la moitié de la fenêtre de ma chambre. Puis vint l'irréparable. À l'arrière de la maison, une construction à étages éventrait la forêt. Elle était posée si près qu'elle arrêtait la lumière, brisant pour toujours le charme du couloir qui menait aux chambres, si long pour les enfants quand le groupe électrogène tombait en panne et que les chacals jappaient. Ce couloir était si près du petit bois que par jour de grand vent, les aiguilles de pin jonchaient le sol de tomates rouges. Devant cette construction de misère accolée à la maison, je compris alors que le gâchis était irréversible. L'âpreté du décor rendait même impossible ce qui reste après le malheur, la nostalgie.